dans cette émission spéciale Bordeaux Tasting de Côté Château avec Alexandre Berne. Je vous propose de déguster cette 11e édition qui rassemble ici, place de la Bourse, quelques 200 propriétés des pépites de Bordeaux, des maisons de champagne, mais aussi des spiritueux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Allez, entrez au Palais de la Bourse, Côté Château, Bordeaux Tasting, c'est chez vous. Qu'est-ce qu'on vient faire à Bordeaux Tasting ? On vient déguster tout plein de bonnes choses. Et là, on va aller voir les vins rouges. C'est un bon moment, on fait ça avec des amis, ça se passe très bien. On peut déguster plein de types de vins, donc c'est un bon moment à passer. Il y a beaucoup de châteaux, etc. Donc c'est quand même très intéressant. C'est un rendez-vous que vous ne vouliez pas manquer. Bah ouais, ça fait un petit moment qu'on en parle. On a bloqué notre week-end depuis plusieurs mois. C'est le meilleur que j'ai bu depuis le début. Bordeaux Tasting, c'est quoi pour vous ? Pour moi, Bordeaux Tasting, c'est un rendez-vous entre amis où on déguste du vin tous ensemble et on découvre des vins que l'on n'aurait pas bu au quotidien. Nous, ça fait 8 ans qu'on vient. C'est vraiment un rendez-vous annuel entre copains, une bonne journée qu'on partage. On essaie d'écouter les conseils techniques de chaque stand. On vient à 10h pour qu'il y ait le moins de monde possible et essayer de les découvrir ailleurs qu'au restaurant à chaque fois. Et c'est un plaisir de découvrir de nouvelles propriétés viticoles, de nouveaux millésimes qu'on n'a pas l'habitude forcément et qu'on n'aurait pas testé sans ce salon, quoi. Je vous propose de déguster nos deux millésimes. On fait déguster aujourd'hui le 2018 et le 2012. On va commencer par le 2018. Les consommateurs, les amateurs de vin sont assez exigeants lors de Bordeaux Tasting. Comment ça se passe pour vous ? Ils sont curieux de découvrir en fait. Ils ont vraiment envie de découvrir de nouveaux vins, voir ce qui se fait dans la région. Ils sont aussi intéressés par l'histoire des propriétés, voir s'ils peuvent venir nous rencontrer. Et non, c'est un beau week-end de belles rencontres. É também uma espécie de uma quinta que fica entre a Régua e São Frio. Et com a vista e o potencial do chão. Alors José Rodriguez, dites-nous, c'est l'occasion de rencontre ici assez incroyable pour vous. Oui, nous recevons des producteurs de vins de la région du Douro au nord du Portugal. Et donc ils sont très intéressés par cette exposition de vins hors du commun quand même. Et donc ils profitent pour venir goûter et puis nous s'informer, nous poser des questions sur nos vignobles. On a un contact avec le public, on a des vins merveilleux autour de nous, on se retrouve, on se jauge entre propriétaires, c'est très intéressant. Et puis il y a votre fille aussi, il y a la relève qui est là. Comment ça se passe, Léa ? Très bien, pas mal de monde, très content. Il y a de très jolis blancs, très jolis rouges, beaux millésimes, donc à déguster. Les gens sont intéressés ? Très intéressés, oui. Ils nous demandent beaucoup aussi comment va se passer le millésime 2022, donc pour le moment ça se présente bien. C'est vrai que c'est une propriété que je ne connaissais pas du tout comme château, mais c'est vrai qu'il est excellent. Le but, c'est d'avoir en fait un vin qui soit à la fois charmeur, frais et avec des notes florales en finale. À Bordeaux Tasting, il n'y a pas que des crus classés, il y a aussi des Bordeaux supérieurs avec Xavier Leclerc qui est à la tête de château Leroy-Beauval. Qu'est-ce que vous faites déguster là, Xavier ? On fait déguster un rosé qui s'appelle Rosélie de Château Leroy-Beauval, un blanc et un rouge, donc rosé 100% Cabernet Franc, le blanc 100% Sauvignon et le rouge 80% Merlot et 20% de Cabernet Sauvignon. On est sur un terroir magique. Alors, parmi les vins de Bordeaux, il y a vraiment un panel incroyable de différents vins. Il y a des grands vins qui se vendent très cher, il y a des vins qui se vendent moins cher. Néanmoins, tout le monde peut en trouver pour son budget. Voilà, donc nous, en prix de sortie sur Château Leroy-Beauval, blanc comme rouge, on est à 14 € au prix public. Le rosé sort à 9 €. Et on s'aperçoit qu'en fait compte, il y a une demande aujourd'hui dans cette catégorie de vins par le grand public qui est hyper importante, à partir du moment où la qualité s'y retrouve. Ici, on est sur un rosé d'instant de consommation pur. Ah, c'est frais, il est très agréable. Ce qui est marrant, c'est que vous vous appelez Xavier Leclerc et qu'en définitive, vous avez fait toute une carrière précédemment à Auchan. Vous connaissez bien la grande distribution. En ce moment, c'est un peu difficile pour les vins de Bordeaux. Et c'est vrai que j'arrive dans un secteur qui est un peu en difficulté, voire très en difficulté. Mais je suis là pour parler côté positif. On n'est pas sous terre, hein. La preuve, c'est qu'on sait faire encore de très grands vins.
Et même si le secteur est en difficulté, on doit pouvoir faire de très grands vins et pouvoir le dire. J'ai envie de fédérer un bon nombre de propriétés pour qu'on puisse se dire, allez, Bordeaux, c'est aussi autre chose que le Bordeaux bashing. Et je pense qu'il va falloir vraiment se battre. Voilà, et pour bien se rendre compte de la crise actuelle que vit Bordeaux, je vous propose de regarder ce reportage sur la manifestation des viticulteurs, des vignerons qui a eu lieu le 6 décembre dernier à Bordeaux et qui réclame l'arrachage de 15 000 hectares de vignes à Bordeaux. Regardez ce reportage. Il faut absolument qu'on obtienne ce plan d'arrachage primé, volontaire, définitif. Des vignerons au bord du gouffre, ils ont choisi de hisser ce pendu devant l'interprofession pour dire leur désarroi de ne plus vendre de vin en vrac. On ne vend plus rien. Les structures, ils sont un système où ça va exploser, quoi. Les chais sont pleins. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça aussi que le prix baisse. Venus de toute la Gironde, plusieurs dizaines de tracteurs et plus d'1 millier de vignerons. Tous réclament l'arrachage de 15% de vignes à Bordeaux avec une aide de 10 000 € à l'hectare. Quand vous êtes acculé et que vous n'avez plus aucune possibilité de payer vos fournisseurs, de payer votre banque pour les emprunts, de payer vos charges sociales, que tout le monde vous tombe dessus, qu'est-ce qui vous reste? Mais il arrive un moment où tout le monde ne résiste pas à la pression. En 10 ans, la consommation de vin rouge a baissé de 30%. 1 million d'hectolitres vendus en moins à Bordeaux. Aussi, les aides d'arrachage seraient bienvenues. Mais pour cela, il faut revoir les textes européens. Les autres pays peuvent nous accuser de concurrence déloyale. Donc il faut que l'on trouve effectivement cet espace de dialogue, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Mais du temps, ils n'en ont pas. Beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte en 2023. Aussi, ils interpellent l'État et la région. Nous, on interviendra sur la partie installation, reconversion et accompagnement, parce que là, on a le droit d'intervenir. Pour ces viticulteurs, le gouvernement doit faire pression sur Bruxelles, à moins d'aider directement la filière. Il va falloir qu'on soit sur des fonds d'État. Donc à un moment donné, il faut des mesures d'urgence. Et comme un avant-goût de ces 10 à 15 000 hectares à arracher, de nombreux ceps ont été déposés devant ces institutions. On se retrouve avec Christophe Château, directeur de la communication du CVB. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on peut dire aujourd'hui que la filière vit une véritable crise puisque sur les 108 000 hectares, on parle peut-être d'arracher 15% du vignoble. C'est véritablement un crève-cœur pour tous ces vignerons qui ont manifesté début décembre à Bordeaux. Comment en est-on arrivé là? Et Bordeaux souffre aujourd'hui de phénomènes, la baisse de consommation en France. Depuis une cinquantaine d'années, la consommation de vin et notamment de vin rouge est en perpétuelle baisse et forcément ça impacte les grandes régions de vin rouge, dont Bordeaux. Et puis Bordeaux va exporter énormément en Chine et la Chine est quasiment à l'arrêt ou au ralenti depuis 3 ans. Et donc nos 2 premiers marchés sont en baisse et on a un phénomène aujourd'hui de déséquilibre entre l'offre et la demande. On dit qu'il y a 1 million d'hectolitres en trop, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas tout à fait ça. La production moyenne sur ces dernières années, c'est autour de 4,3 millions d'hectolitres à Bordeaux et la commercialisation l'année dernière, c'est 4 millions d'hectos. Donc on sera en surproduction d'environ 300 000 hectolitres. On estime c'est ça qu'il faut peut-être arracher un peu moins de 10% de notre vignoble. Alors, il y a des petits viticulteurs qui souffrent terriblement, qui des fois sont dans le désespoir. Des fois, ils s'adressent vis-à-vis de l'interprofession en disant « Qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Mais on est en train de mettre en place des plans stratégiques, retrouver les équilibres offre-demande, notamment en réduisant l'offre, avec de l'arrachage pour aider des gens qui sont en grande difficulté, notamment des vignerons qui ont travaillé toute leur vie et qui veulent aujourd'hui partir à la retraite et qui ont besoin d'être aidés pour partir décemment à la retraite. Donc on travaille là-dessus avec les pouvoirs publics, avec la région, avec l'État et avec l'Europe. Mais après... l'Europe, justement, l'Europe c'est difficile en ce moment puisque les textes n'autorisent plus l'arrachage. Oui, enfin, ils autorisent l'arrachage, mais ils n'autorisent plus l'arrachage primé depuis 2008. Donc il faut trouver de nouvelles solutions réglementaires pour pouvoir aider ces gens à partir à la retraite. Mais malgré ça, il ne faut pas oublier l'avenir. Il y a quand même 90% du vignoble bordelais qui est dynamique, qui avance. On le voit aujourd'hui à Bordeaux Testing, les allées sont pleines, plein de jeunes qui viennent déguster, qui sont passionnés de vin. Donc il faut aussi travailler pour l'avenir, continuer à faire la promotion de nos vins et à développer nos ventes à l'exportation sur des marchés prometteurs. On pense aux États-Unis, on pense à l'Asie du Sud-Est, on pense à l'Afrique qui est un marché assez dynamique aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes aussi, par exemple comme les vins blancs, les vins rosés, les créments, qu'il faut développer davantage puisque les rouges maintenant ont baissé, on va dire, de 30% en l'espace de 10 ans? Si, c'est déjà le cas. La consommation de vin rouge, je le disais tout à l'heure, est en baisse alors que les blancs, les rosés, les créments progressent. Le crément de Bordeaux, qui a été une toute petite production il y a 10 ans, a été multiplié par 4 en 10 ans et aujourd'hui très dynamique.
Certains se posent la question de savoir si on va avoir assez de créments de Bordeaux pour les marchés en 2023, compte tenu de la petite récolte 2022 qu'on vient de faire. Alors, l'ironie du sort, c'est que en 2022, il y a eu aussi une énorme récolte d'un point de vue qualitatif. Oui, le millésime est très beau, ça aussi ça redonne un peu le moral aux viticulteurs parce que c'est toujours plus facile de commercialiser un joli millésime. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais la récolte s'annonce plutôt faible compte tenu de la sécheresse cet été. En revanche, en termes d'équilibre acidité-alcool, de buvabilité, de fraîcheur, de couleur, tous les œnologues nous annoncent un millésime magnifique. Et ça aussi, ça va permettre certainement de relancer les ventes de vin de Bordeaux pour 2023, on l'espère tous. Voilà, et je vous propose de regarder ce reportage sur le millésime 2022 qui s'annonce être un millésime grandiose, réalisé par Jean Poustis et Sarah Colpert. Au château de Régnac, en Bordeaux supérieur, on se frotte les mains. Dès la fin septembre, les vendanges terminées auguraient d'une récolte prometteuse. Dans les chais, après fermentation et soutirage, les jus intenses par leur couleur et leur goût confirment un 2022 historique. C'est vraiment un super millésime. Voilà, il manque un petit peu de quantité, mais bon, la qualité est là, c'est le principal. On est sur des degrés normaux, nous on est sur les 14,5, on est sur des belles acidités, des belles fraîcheurs et des très belles maturités. Bordeaux a souvent tendance à dire que c'est le millésime du siècle, mais là c'est vrai que c'est quand même un très très bon millésime. Quand on déguste les lots, on a le sentiment de se rapprocher d'un 2009, d'un 2010, donc c'est quand même des très belles références. Pour obtenir ce nectar, l'alchimie s'est d'abord jouée à la vigne. À Saint-Émilion comme ailleurs, l'absence des feuillages était primordiale pour passer l'été caniculaire. La fraîcheur matinale et la chaleur des après-midi de septembre ont permis aux raisins de mûrir doucement, mais sûrement. Je pense que c'est un travail fait dans la vigne depuis des années. Biodynamie, les couverts végétaux. Peut-être un gros coup de bol, c'est de ne pas effeuiller, de se dire il va peut-être faire chaud, on attend. Donc du coup, on n'a rien fait. Je crois que ça a été très gagnant. Ça va être un millésime qui est spectaculaire. En termes d'équilibre, en termes de toucher de bouche, en termes de tanin, en termes de couleur. Ouais, ça va être un très très grand. Parmi peut-être les plus grands qui aient jamais été faits à ce jour, quoi. Velours, soyeux, ce 2022, avec de la matière et suffisamment de fraîcheur, va sans doute relancer Bordeaux pour le marché des primeurs en avril prochain. Des vendanges manuelles et une vinification traditionnelle. Voilà, déguster à peu près à 8 degrés. Voilà. Donc je vous invite maintenant à déguster le deuxième crément. Voilà, qui vous a été servi. Donc ce crément-là, rien à voir avec le premier. Là, on a souhaité présenter pendant les ateliers le crément parce qu'il y a un engouement important sur ce produit qui est plébiscité, qui est peut-être aussi un effet de mode. Il représente aujourd'hui 1% du volume avec une réelle augmentation. Et c'est un vin qui présente l'avantage de pouvoir être blanc, rosé. Et puis, ma foi, à l'occasion des fêtes, c'est aussi un produit qui peut tout à fait remplacer le champagne. Et je pense qu'il régale tout le monde et qui mérite à être connu. Comment trouvez-vous ces créments? Ça ressemble, ça s'approche des champagnes? Écoutez, celui-ci en particulier, oui, complètement. Je trouve qu'il a une... au niveau, que ce soit du nez, que ce soit au niveau de l'impression en bouche, oui, on a vraiment l'impression de s'approcher de la qualité d'un bon champagne, tout à fait. C'est la découverte du vin crément que je ne connaissais pas et très agréable à boire et léger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prime de l'école du vin, pour les novices ou les amateurs, il y a les connaisseurs, ceux qui sont déjà dans la filière vin et qui veulent apprendre davantage. Il y a une formation diplômante à ce titre qui s'appelle le DUAD. Regardez ce reportage. Il n'y a pas de dégustateur inné, cela s'acquiert avec l'expérience, selon Axel Marchal, le directeur du DUAD, ce fameux diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation. Qu'est-ce que vous percevez? De l'acidité, il y a un peu d'amer. Ces 30 élèves sont en fait des salariés dans le monde du vin ou pour certains en reconversion professionnelle. Je reprends un domaine familial, on a 3,5 hectares de vin et la propriété était à mon arrière-grand-mère. Je travaille pour Château Bailly, du coup tous mes collègues qui ont fait du DUAD m'ont encouragé à faire cette formation. Ça fait 20 ans que je goûte du vin et c'est la dimension technique de la dégustation qui m'intéresse.
En 175 heures, ils vont acquérir une expertise à force d'exercices pratiques d'olfaction et de dégustation analytique et descriptive. Au niveau de la teinte, on est sur grenat, reflet, grenade filée. Il va y avoir une nécessité de mettre des mots sur ces perceptions. Et donc il faut arriver à avoir un vocabulaire qui puisse être entendable par d'autres et quitter le domaine du j'aime, j'aime pas pour aller vers la reconnaissance et la description de ce que l'on perçoit. En amphi, ils ont parfois les mêmes cours que des œnologues pour acquérir les bases chimiques. Le but ultime, trouver l'équilibre du vin avec ses sensations positives comme le corps, la structure et négatives comme l'amertume, l'astringence. Qu'est-ce qui fait l'arôme du vin? Qu'est-ce qui fait son goût? Qu'est-ce qui fait la perception de l'astringence? Et ensuite, on ira plutôt vers comment est-ce que ces perceptions sont modulées par la vinification, l'élevage du vin, quelle est l'incidence des pratiques viticoles. Certains de ces anciens élèves sont devenus eux-mêmes formateurs. Isabelle Négrier anime des sessions d'initiation et de découverte des goûts à l'école du vin de Bordeaux. Au niveau de nos familles aromatiques, on a la famille animale. La famille animale, on va retrouver des notes de gibier, de viande, de cuir, de fourrure. Il y avait tellement d'a priori, d'idées reçues sur le vin, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je voudrais faire de la formation, je voudrais former les gens pour leur apprendre à mieux connaître les vins, à mieux savoir en parler. Et tout au long de leur carrière, dans le négoce ou dans un syndicat viticole, ils ont eu davantage confiance en eux pour s'exprimer, vendre et décrire les vins. J'étais responsable des achats des vins, notamment des grands crus, des dégustations de primeurs, qu'est-ce qu'on peut en faire, des dégustations de vieux millésimes, des dégustations de petits vins, lesquels on va sélectionner, quel client aime tel vin. Ça, c'est aussi un échange avec les clients. J'ai goûté énormément de vins. Donc j'étais un peu plus typée Bordeaux Sucre forcément, mais on faisait ça en équipe et c'est vrai que je pense avoir formé aussi les membres de mon équipe. Ce duade donne les clés de ces moments d'échange et de partage autour de la dégustation. Il compte 1500 diplômés à ce jour. Bordeaux Tasting, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnalités comme ici Caroline Technay du château Fleur de Lys. Alors vous avez une particularité, c'est que vous venez d'obtenir un prix international, un Best of Wine Tourism à Mendoza. Oui, Château Fleur de Lys a eu la récompense suprême au mois de novembre à Mendoza, après seulement un an d'ouverture au public. Et donc c'est une récompense qui vient nous accompagner, nous honorer après plus de 3 ans de travaux. C'est une belle visibilité pour vous que ce prix, cette récompense qui finalement marque le no-tourisme. Oui, absolument. C'est une récompense qui nous permet d'avoir cette visibilité internationale au niveau des agences et puis aussi des épicuriens et des amoureux d'un tourisme en quête de sens. Et le no-tourisme participe en cela. Vous allez commencer avec tous la bouteille numéro 2 et vous finissez avec la bouteille numéro 3. Ça, on va enchaîner. À Bordeaux Tasting, il y a ces instants privilégiés avec ces masterclass. Il y en a 6 ce week-end. L'une des plus prisées, c'est celle des Bordeaux de légende. Avec nous, Château Trollon-Mondo. Est-ce que c'est parce que vous êtes premier cru classé que vous êtes là, forcément ? Je ne sais pas, je pense que Trollon-Mondo fait partie des vins qui sont assez mythiques à Saint-Émilion. Et on a surtout un terroir et un vin qui est très très différent des autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir le montrer et en parler. Pierre Montégut pour Pichon Baron, vous avez représenté un deuxième cru classé 1855 dans le Médoc. C'est aussi un fabuleux terroir, mais aussi un travail de précision. Oui, tout à fait. C'est un grand terroir avec un cépage différent de mes deux collègues. Donc voilà, on verra une autre expression des Grands Bordeaux. Et parmi les châteaux qui ne sont pas forcément classés, on trouve les Carmaubrion, qui est le seul et l'unique château qui a son terroir à Bordeaux physiquement. Oui, c'est vrai. Surtout, c'est qu'en fait, on a la chance d'être intramuros dans un clos. Et c'est vrai que ça donne une dimension vraiment atypique, singulière au vin.
Et j'espère que tout le monde va pouvoir en profiter et apprécier cette dégustation. Et un chai incroyable signé par Philippe Starck, ça joue ça finalement dans la fabrication du vin? C'est la cerise sur le gâteau, c'est tout. Mais le grand vin, il se fait à l'extérieur, pas à l'intérieur. La précision, elle s'acquiert comment, Aymeric? C'est le fait aussi d'avoir refait des chais avec des cuves qui finalement respectent chaque parcelle? Oui, alors c'est essentiel d'avoir un outil à la pointe qui vous permet d'aller encore plus loin dans la précision. Comme l'a dit Guillaume, l'essentiel de notre travail, c'est quand même d'emmener nos raisins à un moment absolument parfait, en tout cas celui que nous on choisit comme étant parfait pour élaborer nos bons vins. Ce succès de Bordeaux Tasting, on le doit depuis 11 éditions maintenant à Terre de Vin et à son directeur, Rodolphe Vartel. Cette année, il y a beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de monde, mais cette réussite de Bordeaux Tasting, on ne la doit pas à Terre de Vin, on la doit au Grand Bordeaux qui nous accorde leur confiance et les 3 châteaux qui sont là, Pichon-Baron, Trollo-Mondo, Carmaux-Brion, incarnent justement cette réussite et sans eux, Bordeaux Tasting n'existerait pas. Donc on est très fiers de les accompagner, mais ce bonheur, cette magie de Bordeaux Tasting, on la doit au Grand Bordeaux, aux autres vins qui nous font l'honneur d'être là, puis aussi au champagne et aux spiritueux. Mais voilà, toutes ces magnifiques propriétés françaises jouent collectif, choisissent Bordeaux, sont à nos côtés et on leur dit 1000 fois merci. Voilà, et parmi ces grandes propriétés, il y en a une qui s'est vendue récemment. Ça a été le rachat de Château Lascombe par un riche propriétaire, un milliardaire américain. Regardez ce reportage. Lascombe, un deuxième cru classé 1855, un domaine de 120 hectares en Margaux, vendu en octobre dernier pour les 2/3 à Galen Lawrence, un milliardaire de l'agriculture américaine, accompagné ici de Carlton McCoy. Ce dernier va diriger le domaine. Nous avons déjà investi dans le vin en Napa Valley, c'était notre objectif. Quand l'opportunité s'est présentée avec la vente du château Lascombe, eh bien, on a sauté dessus. Le prix de vente est resté secret. Toutefois, selon des experts, le château pourrait valoir entre 300 et 400 millions d'euros. Ce nouvel achat est béni cette année par un grand millésime 2022. Pas trop riche, très long en bouche. Et très élégant. Oui, très élégant, une bonne acidité, c'est rond, c'est un très bon Margaux. En 2021, le château a construit un nouveau cuvier high-tech avec 40 cuves inox supplémentaires. Vous savez qu'à Lascombe, on a beaucoup de parcelles, donc l'idée c'est de pouvoir laisser chaque parcelle s'exprimer le mieux possible. C'est très beau, c'est fonctionnel en plus. Il va nous permettre d'augmenter encore et encore la qualité de nos vins pour les années à venir. Ce château, c'est l'ancienne propriété d'Alexis Lichine, bien connu aux États-Unis. Il produit en moyenne 300 000 bouteilles de premier vin par an. En Napa Valley, c'est un climat plus chaud et c'est donc plus facile de produire des vins puissants. Mais ce n'est pas forcément des vins qu'on aime boire. On aime l'élégance et la fraîcheur. Les États-Unis sont le premier pays consommateur de vin au monde. Toutefois, l'objectif est de privilégier le marché français. La France est vraiment la priorité numéro 1 pour nous. Lascombe doit rester un vin iconique en France, mais aussi aux États-Unis. Et cet investissement à Lascombe et à Margaux, c'est pour au moins 60 ans selon Carlton McCoy. À Bordeaux Tasting, il y a un engouement certain pour les maisons de champagne, une queue de folie à l'extérieur de Bordeaux Tasting. Et on retrouve ici Kevin Loiseau qui représente la maison de Venauge. Kevin, qu'est-ce que vous nous faites déguster ici? Écoutez, alors j'ai 3 cuvées. La première, c'est la gamme Cordon Bleu, qui se décline en plusieurs gammes. Là, c'est un Cordon Bleu brut, donc c'est le classique de la maison, avec une grande polyvalence. C'est ce qu'on cherche, avec un champagne d'assemblage, donc Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, voilà, sur 36 mois d'élevage. Ce qu'on veut, voilà, c'est de la légèreté, c'est de la simplicité, c'est un champagne qui va plaire au plus grand nombre, parce qu'on est sur des bulles très fines avec un bel équilibre. La seconde, ça va se décliner en blanc de blanc, où là on est sur un 100% chardonnay. Et pour finir sur un blanc de noir, sur un monocépage 100% pinot noir, là en blanc de noir. Ça va être des profils aromatiques vraiment différents. Vous, ça va être un côté un peu plus vineux, un peu plus tendu. Et moi, ça va être un peu plus la gourmandise. On est vraiment sur un côté très floral,
avec presque même des notes de fleurs. Le brut, ce qui est bien, c'est que c'est une grande polyvalence qu'on va chercher chez nous à Devenoche avec des bulles très très fines. Mais non, c'est vraiment très bien. Le champagne, ça reste un vin de fête. Pour vous, c'est indéniable. Il faut toujours que ce soit présent sur les tables de fête. Comment vous dire? Oui, bien sûr. J'utilise toujours la formule de chanter ce que je produis. C'est-à-dire que là, à un moment donné, voilà, il nous a présenté son produit et que quand on va l'acheter, après, quand on va le partager avec des amis, on aura un visage, on aura une voix et puis les 2, 3, 4 informations. Au final, ce Bordeaux Tasting, comment vous le trouvez? C'est toujours très sympathique. Et ce que j'apprécie, c'est que j'ai l'impression que les producteurs passent plus de temps à expliquer les différentes cuvées et tout. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça fait partie de l'éducation pour déguster des vins ou des champagnes. Et ça, c'est très important. Il y a un réel engouement du public. Ils ont envie de déguster, de découvrir tous les types de cuvées de champagne. Bah oui, en effet, ouais, c'est Bordeaux Tasting est là pour ça. C'est vrai que ça permet de découvrir beaucoup de maisons de champagne, souvent méconnues ou très peu connues, donc c'est l'occasion pour eux aussi de faire connaître. Voilà, sur ces notes dorées et effervescentes, nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Une bonne année 2023, Carpe Diem, portez-vous bien avec Côté Château.